Le Dawel Gnaba Boalga Isaka Suruema est notre invité du jour. Il est communicateur, socio-anthropologue et ancien ministre. Avec lui, nous faisons aujourd'hui la suite de son précédent passage ici au Dej Matinal Info. Aujourd'hui, nous parlons de l'actualité internationale, trêve entre Israël et le Hamas, retour de Donald Trump, les rapports avec la France et sortie de l'AES de la CEDEAO. Bonjour et bienvenue à vous, Naba. Oui, bonjour, M. Kaboré. Alors, actualité internationale oblige, nous commençons justement avec l'entrée en vigueur de la trêve qu'il y a eu entre Israël et le Hamas, une trêve qui était attendue. Comment est-ce que vous avez accueilli, vous qui vous intéressez aux questions liées au Moyen-Orient? Oui, merci de m'avoir invité pour la suite, mais je voudrais dire que ce n'est pas une trêve, hein, c'est un cessez-le-feu. Bon, il y a une nuance entre une trêve qui est beaucoup plus temporelle, qui est beaucoup plus conjoncturelle, par exemple, qu'un cessez-le-feu, qui suppose au préalable d'intenses discussions, d'intenses entretiens, alors pour aboutir effectivement à cela. Alors, cela dit, peut-être qu'il faut, au niveau des protagonistes, rappeler que le mot Palestine, en réalité, c'est du philistin. Avant Jésus-Christ, et ils avaient donc envahi la région qui est autour de l'actuelle bande de Gaza, et ça voulait dire, pour autant que je sache, à partir de ce que moi j'ai pu apprendre, le pays des Philistins. Alors, quand sous la période, quand le Christ est arrivé, a vu le jour, et qu'il a commencé effectivement son œuvre, on appelait cette région-là, je crois, le pays de Canaan. Alors donc aujourd'hui, il est intéressant de savoir pourquoi, et on le dira ensuite. Il faut également noter que le mot, par exemple, Hamas, c'est l'abréviation du mot en arabe de l'expression mouvement de résistance islamique. C'est ce que ça veut dire le Hamas. Alors, et maintenant, si vous mettez tout ça ensemble, en arabe, il y a le mot zèle, il y a le mot ferveur. Justement, Hamas, c'est ce que, en fait, ça signifie. Et c'est la ferveur ici, en fait, dans la foi. Alors, ici, de l'autre côté, justement, vous prenez, par exemple, Israël. Vous vous apercevez, de toute façon, si je me trompe, que les téléspectateurs en fait m'excusent, mais ça veut dire Dieu s'est montré en fait. Donc, et ensuite, il faut aussi noter que ça trait effectivement à la lutte avec Dieu. Et donc tout ça, c'est dans une perspective en fait religieuse. Cela étant, si on met ces relations, si on met en relation ces différents mots-là, notamment le Hamas, notamment Israël, on verra que d'abord les fondements sont religieux et historiques, et on verra également que aujourd'hui, même si du côté israélien, l'influence, n'est-ce pas, de la religion juive, encore que, alors, ne transparaît pas officiellement, bon, il y a un fond, naturellement, religieux à ce niveau. Alors donc, ça veut dire que tout ça, ça complexifie la situation. Alors, moi, mon appréciation par rapport à cette question, c'est une bonne chose, naturellement, qu'il y ait un cessez-le-feu. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Alors, et ce cessez-le-feu a été facilité par la transition à la Maison-Blanche entre le président élu Donald Trump et puis le président sortant, Joe Biden. Pour vous, il y a nécessairement un lien? Pour moi, il y a nécessairement un lien, tout simplement parce que quand vous écoutez le président qui a été fraîchement investi, vous l'écoutiez quand il parlait effectivement de cette crise-là, bon, en même temps que c'est un allié, évidemment, beaucoup plus que les démocrates, hein, beaucoup plus que Joe Biden, plus sûr d'Israël. Mais tous les chefs d'État qui sont passés par oui, j'ai dit plus sûr, ont toujours été proches. Non, j'ai dit plus sûr. J'ai dit plus sûr, c'est clair. Et là, Benjamin Netanyahu l'a dit, hein, bon, mais Donald Trump aussi l'a dit, hein, leur entourage respectif l'ont dit, hein, ils préfèrent avoir affaire à Donald Trump qu'à Joe Biden.
ou bien à Kamala Harris, bon, alors celle qui vient de perdre les élections. Donc ça veut dire l'élection du moins. Donc ça veut dire que c'est une bonne chose parce que sur le plan humanitaire, autant effectivement l'acte justement posé, les assassinats commis par le Hamas sur les Palestiniens est inacceptable. Bon, autant ce qui s'est passé justement à Gaza, ce qui se passe actuellement, j'allais dire en Cisjordanie, et ce qui s'est passé au Liban, du point de vue humain, bon, c'est difficilement acceptable. On peut comprendre que c'est justement une espèce de, c'est une réponse aux actes qui ont été posés, mais on peut moins comprendre le bilan humain qui se chiffre à plus de 45 000 morts, par exemple, dans la bande de Gaza, et on ne peut pas dire que tous ces 45 000 morts-là, tous ces morts-là, ce sont des militants du Hamas. Surtout qu'il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Donc du coup, ça me permet de dire d'ailleurs à ce niveau qu'il y a un slogan du Hamas qui dit que, bon, autant effectivement ils veulent nous anéantir et puis vivre sur nos terres, autant ils chérissent la vie, alors quitte à nous l'enlever pour pouvoir vivre sur cette terre-là, autant nous chérissons la mort et nous sommes disposés à la leur servir. Donc, dès que c'est comme ça, en réalité, la mort, ce n'est pas une réponse. Peut-être que momentanément, ça peut choquer. Momentanément, les gens sont mécontents d'avoir perdu certains de leurs. Mais au fond d'eux-mêmes, ils sont encore prêts à recommencer tôt ou tard. Alors, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure, je ne suis pas un prophète de malheur, mais si vous prenez l'histoire justement de ces deux peuples, vous verrez que c'est ça, le cessez-le-feu, c'est une bonne... Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il faut aller au-delà. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs phases. Donc, la première phase, c'est la libération, effectivement, des otages, etc. Mais il faut aller au-delà. Et contrairement à ce que l'on peut penser, si Donald Trump y met du sien, en réalité, il peut apporter une solution à cette situation. D'une trêve au départ qui était souhaitée par un certain nombre d'acteurs au niveau de la communauté internationale, on a abouti à un cessez-le-feu. On connaît aussi l'actualité sociopolitique au niveau du Proche-Orient. Est-ce que vous pensez qu'à partir de ce cessez-le-feu, on pourrait avoir une extension positive sur le Proche-Orient de façon générale? Bon, je ne sais pas, mais il faut le souhaiter et il est souhaitable et il est donc indiqué que l'administration américaine actuelle mette un point d'honneur à régler cette situation parce qu'en réalité, quoi qu'on dise, ce que les Américains veulent, eh bien le Proche-Orient en fait le voudra. C'est-à-dire qu'en termes de paix, s'ils se décident à y aller, ça ne peut pas marcher. Donc moi j'en suis convaincu et je crois que du côté aussi israélien, on peut penser que juger en bloc le peuple israélien, il y a des Israéliens qui sont par exemple pour la paix avec les Palestiniens et je pense que en réalité il y a déjà des prérequis ou il y a déjà des atouts sur lesquels et des facteurs favorables sur lesquels on peut agir pour aboutir effectivement à une paix définitive en créant deux États qui vivent côte à côte sans aucun problème. Pour vous, on pourrait aboutir finalement à cela? Moi, je pense que c'est possible pour autant que la volonté politique et diplomatique y soit. Avec cette situation, je parlais de la situation en général au niveau du Proche-Orient. On a aussi vu la situation qu'il y a eu en Syrie avec le départ de Bachar al-Assad. Est-ce que l'extension pourrait se conduire à une stabilité de la zone? Oui, moi je pense que c'est possible et il y a des signaux qui, à mon sens, sont favorables. Parce que les nouvelles autorités syriennes, contrairement à ce que l'on pouvait penser, semblent avoir le sens de la mesure. Alors, on avait pensé qu'il y aurait la chasse aux sorcières, et il n'y en a pas eu, parce qu'ils ont beaucoup appris de ce qui s'est passé dans le Proche-Orient, de ce qui s'est passé, par exemple, lors des printemps arabes, parce qu'en balayant tout et tout de suite, alors, sans qu'il y ait effectivement, du point de vue institutionnel et du point de vue, n'est-ce pas, du capital humain, des mémoires, par exemple, vivantes ou des mémoires écrites, et si vous devez recommencer à zéro, ça pose véritablement des problèmes. C'est pourquoi, justement, même s'il y a des révolutions, même s'il y a des changements brusques, par exemple, au plus haut niveau institutionnel des États, il est toujours souhaitable, justement, de garder
ceux avec lesquels, ceux qui n'ont pas de sang sur les mains, ceux qui ne sont pas, rendus coupables de crimes économiques et de sang inimaginables, ça c'est possible. Et là, en ce moment, il y a la continuité assurée sur le plan humain et puis la continuité aussi assurée sur le plan du traitement des dossiers, parce que vous n'aurez pas à réinventer la roue, vous aurez tout simplement amélioré ce qui est là en tirant leçon de ce qui s'est passé. Pour beaucoup, rien que l'annonce de la victoire de Donald Trump a bouleversé la géopolitique au plan mondial, que ce soit du côté de l'Europe, que ce soit on parlait du Proche-Orient, tout a été bouleversé. Est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui trouvent que Donald Trump a bouleversé les choses par son retour à la Maison-Blanche? Bon, il est évident qu'il a bouleversé les choses. Même si ça n'avait pas été lui, il y aurait eu tout de même un bouleversement, peut-être à une moins grande échelle. Mais sinon, dès qu'une administration change, eh bien, il y a des choses qui sont bouleversées. Bon, maintenant, il faut aussi se dire que moi, j'ai lu beaucoup d'analystes, les gens tirent à boulet rouge sur Donald Trump. Bon, moi je pense que ça n'en vaut pas la peine, parce que de toute façon c'est l'expression de la volonté populaire et légitime du peuple américain. Donc s'il a une légitimité, comme il a une légitimité là-dessus, bon, nos petits états d'âme, nos petites considérations, je pense que n'ont pas le droit de citer. Et tout ce qu'il est en train de faire, il avait dit qu'il le ferait. Donc ça veut dire qu'à ce moment précis de l'histoire, c'est une mentalité propre à la majorité des Américains que nous devons respecter. Maintenant, on peut ne pas être d'accord, et si on n'est pas d'accord, ce qu'il faut faire, bon, au lieu de dire « Ah oui, l'Amérique a refusé de nous faire ci, Donald Trump a dit qu'il ne ferait pas ça », alors ces jérémiades-là ne nous font pas avancer. Alors, ou bien commencer à insulter, dire « Ah oui, c'est l'incarnation achevée de l'impérialisme, etc., etc. » Moi, je veux bien, mais en réalité, il ne faut pas faire grief. Du moins, en réalité, le monstre, ce n'est pas Dracula, c'est celui qui l'a fait. Nous-mêmes, là, qu'est-ce que nous faisons pour nous sortir de nos situations respectives? Les dragons asiatiques, pour ne citer que la Corée du Sud, Singapour, Hong Kong, aujourd'hui la Malaisie et puis le Vietnam, etc. Mais ils n'ont pas crié comme nous. Mais en 1960, selon certains économistes, ils avaient notre niveau de développement. 50, 60 ans plus tard, ils rivalisent avec les pays européens, ils rivalisent même avec les États-Unis. Donc, de ce point de vue-là, peut-être qu'il faut crier moins et puis travailler plus. Et les Coréens, je vous l'ai dit, ils nous ont dit qu'eux, ils ont décidé, pour rattraper effectivement leur niveau par rapport à l'Occident, eh bien, ce qu'il fallait faire, au lieu de travailler 8 heures par jour, il faut travailler 12 heures par jour. Et c'est après la 12e heure que vous pouvez bénéficier des heures supplémentaires. Et que si nous, on veut, en réalité, dans 50 ou 60 ans, être à leur niveau, il ne faut pas travailler 12 heures par jour, il faut travailler 15 à 16 heures par jour. Est-ce que nous sommes prêts? Alors, je ne prends pas ça pour de l'argent comptant, mais c'est des réflexions qui méritent effectivement d'être menées. Mais sinon, aujourd'hui, je pense qu'il est bon, effectivement, de combattre l'injustice, mais ça commence effectivement par la création des moyens matériels d'existence, parce que, comme dit le philosophe, eh bien, pour pratiquer la vertu, il faut un minimum de bien-être matériel. La question a été ici posée sur ce plateau à Maître Benoni Stanislas Sankara. On a un président qui fait son comeback aux États-Unis, un président qui, au cours de son premier mandat, n'a pas foulé le sol africain. Que peut attendre le continent? Non, d'abord, le continent devrait attendre pratiquement tout de lui-même. Du continent lui-même. Alors, qui ne foule pas du pied, par exemple, le continent africain, moi je pense que le problème ne réside pas à ce niveau. Le problème réside sur ce qu'il doit être en termes d'incarnation de la puissance morale que constituent effectivement les États-Unis. Et là, le fait de se retirer de l'OMS, bon, moi je pense que c'est dommage, je respecte la décision, mais quand on parle de santé humaine, en réalité, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas forcément sur le plan matériel, mais l'Amérique aussi s'est construite sur la puissance des valeurs morales qu'elle incarne. Est-ce qu'aujourd'hui, en se retirant de l'OMS, cette valeur morale n'est pas quelque peu ternie?
Bon, moi je pense. Vous déplorez cette sortie, oui, par exemple? Oui, je déplore cette sortie parce que effectivement, on ne peut pas ramener pratiquement tout à ce que nous gagnons ou à ce que nous perdons. Parce que si tel est le cas, je pense qu'étant la première puissance mondiale, bon, l'ONU ne devrait plus exister. Il n'y a qu'à se conformer simplement à la volonté justement des États-Unis. Or, si vous regardez à l'Assemblée générale de l'ONU, nous avons la même voix que les Américains. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément ce que l'on gagne. C'est la dignité humaine, c'est les droits humains, et ce sont des principes et des valeurs moraux. Mais les grandes puissances ne le cachent pas, le monde est guidé par les intérêts. Oui, non, mais même les intérêts ne peuvent être matériels. Pourquoi vous voulez ramener les intérêts, par exemple, à les intérêts matériels? Entre amis, si nous sommes des amis, ce n'est pas forcément du point de vue matériel, c'est peut-être parce qu'il y a des valeurs, il y a des visions que nous partageons. Et quand vous prenez les organisations de la société civile, bon, même s'il y en a qui sont mus par d'autres intérêts, en tout cas dans le principe, ce n'est pas ce qu'on gagne, puisque c'est à but non lucratif. Donc c'est la promotion, c'est la défense, et puis c'est la protection d'un certain nombre de valeurs cardinales sans lesquelles la société ne peut pas exister. Ce n'est pas possible. Et puisqu'on parle aussi de l'actualité internationale, non seulement les États-Unis, mais il y a aussi la question de l'Europe. Et ce matin, dans le cadre de la préparation de l'émission, j'étais surpris, vous avez adressé une réponse justement après la sortie du président français Emmanuel Macron, qui accusait un certain nombre de chefs d'État africains de n'avoir pas été assez reconnaissants, de n'avoir pas su dire merci à la France. Vous avez apporté une réponse ce matin après des réponses que l'on a eues du Tchad, du Niger, du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina. Quelle est la réponse que vous adressez à Emmanuel Macron? Bon, moi je n'ai pas qualité vraiment à répondre à Emmanuel Macron. Moi je suis un anonyme citoyen burkinabé, mais j'estime qu'il fait, c'est de mon droit aussi de pouvoir opiner à travers une tribune, dire en fait ce que je pense, n'est-ce pas, de cette situation. Bon, moi je regrette parce que comme et le titre de la tribune là, c'est retour aux sorties de route, voilà, politique et diplomatique d'Emmanuel Macron. Bon, voilà, un président ne devait pas faire ça. Bon, là, j'ai plagié le livre qui concerne donc François Hollande, écrit par deux journalistes qui se sont entretenus avec lui. Bref, mais je pense que c'est dommage parce que de la France, personnellement, je ne m'attendais pas à ce que, à un tel niveau de responsabilité étatique, de tels propos soient tenus. Pourquoi? Parce que on sait que du point de vue de la maîtrise de la diplomatie, du point de vue de la connaissance, par exemple, en droit international, et du point de vue de l'érudition en matière de relations internationales, la France est une référence. Et comme on sait que tous ces éléments-là, en fait, ça part du droit, et que, justement, naturellement, la France, c'est le pays des droits de l'homme, dit-on. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il ne devrait pas tenir de tels propos. Alors, parce que, quoi qu'on dise, les pays francophones et puis la France ont un patrimoine culturel commun qui est le français. Et qui parle de langue, parle également des autres aspects de la culture. Alors, et ensuite, il faut aussi se référer à ce que même le général de Gaulle, bon, qui incarnait la colo, alors n'est pas, dans son contexte-là, n'a pas tenu de tels propos. Si on contextualise l'histoire, n'a pas tenu de tels propos à l'endroit des pays, à l'endroit des dirigeants africains. Donc de ce point de vue, c'est malvenu. Alors, et bien sûr, malheureusement, bon, il a 40 ans à peu près. Voilà. Bon, ça peut se comprendre, mais ça ne peut pas se justifier. Si l'on contextualise, vous avez parlé des dates. Le président français nous a ramené en 2013 avec la situation du Mali, où le Mali n'a pu exister en 2013 que par l'action qui avait été entreprise à l'époque par les forces françaises sur demande expresse des autorités maliennes. Il en fait référence pour aujourd'hui peut-être dire que certains chefs d'État n'ont pas été assez reconnaissants. Et je poursuis avec en même temps une autre question. L'autre réalité est que pour beaucoup, certains présidents encouragent justement ce sentiment paternaliste et condescendant que nous avons vis-à-vis de la France. Bon, moi je n'en sais rien. Chaque État justement gère sa relation avec la France
en fonction de ses intérêts, vous l'avez dit, hein. Si les gens ont intérêt justement dans ce processus-là, bon, eh bien, pourquoi faire grief à la pivoine de ne pas être une rose? Libre voudra à qui de préférer la rose. Et si ces présidents ont été élus par leur peuple, bon, peu importe justement la façon dont ça a été élu, dont ils ont été élus, peu importe ce qu'on peut dire de leur élection, de toute façon, s'ils représentent légitimement leur peuple, en attendant, n'est-ce pas, qu'ils s'en aillent, je crois qu'on peut ne pas être d'accord, mais là on peut dire à un niveau strictement personnel, je n'approuve pas, mais on ne peut pas, en réalité, faire de cela une ligne de conduite intangible à laquelle les gens doivent se conformer. Donc, il faut respecter effectivement cela. Donc, en ce qui me concerne, je pense que il faut, quoi qu'on dise, travailler à faire retomber justement cette tension-là, parce que de toute façon, au sein d'un groupe, dans un couple, dans les relations internationales, ce sont des choses qui arrivent. Alors maintenant, le problème, c'est pas qu'il n'y ait pas de tension, c'est pas qu'il n'y ait pas de conflit, ce sont les dispositions que l'on prend. Par exemple, voilà, pour résoudre le conflit. Et c'est pour ça qu'on parle de la résolution pacifique des conflits. Donc, de ce point de vue-là, je crois que c'est malvenu, et je crois que quelqu'un comme Pompidou, quelqu'un comme Valéry Giscard d'Estaing, quelqu'un comme Mitterrand, quelqu'un effectivement comme Chirac, ou même François Hollande, n'aurait pas dit ça. Alors maintenant, autour, son entourage, est-ce que son entourage fait bien le travail? Moi, je crois que si. Nous avons quelqu'un d'expérimenté à ses côtés depuis quelque temps, comme François Bayrou. Oui, mais Emmanuel Bonne, lui, il est parti, hein, parce qu'il a démissionné, c'est un de ses conseillers diplomatiques. Il a, à cause de sa sortie du 6 janvier dernier, mais il a démissionné. C'est pour dire que l'administration macronienne, si on peut l'appeler ainsi, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce qui s'est dit. Cependant, si Macron l'a dit, alors qu'il a été élu, bon, est-ce que ce n'est pas le sentiment des Français? Et oui, puisque de toute façon, il est légitime, alors, et il est légal, et il a été mandaté pendant les 5 ans pour parler, agir et décider au nom de la France. Donc, quelque part, c'est aussi le sentiment des Français, ou de certains Français en tout cas, qu'il exprime. Et là, c'est dommage. Et je pense qu'il gagnerait à essayer de rattraper ça d'une manière ou d'une autre à l'avenir, parce qu'on a besoin de relations de toute façon apaisées entre nous, et ça c'est possible. Nous parlons à présent de ce qui nous concerne, de ce qui concerne nos pays. Parlons de l'AES, la Confédération des États du Sahel, qui a décidé de passer bientôt à une armée unifiée de 5000 hommes, une confédération aussi qui a décidé de passer à l'utilisation d'un passeport dédié exclusivement aux personnes membres de ces pays de l'AES. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vais partir du principe que l'AES est déjà un fait, donc les faits sont têtus, et donc c'est clair. Il faut compter avec l'AES, et donc tant au niveau de la CEDEAO, je vais dire, mais je pense qu'au niveau de l'AES aussi, il faut travailler à avoir des relations moins tendues avec la CEDEAO. Personnellement, je pense que, avant de répondre à votre question, parce que la CEDEAO a existé, pendant que la CEDEAO existait au milieu des années 70, 74, 75, je pense qu'il y avait un certain nombre d'organisations qui existent, il y en a qui existent toujours et qui n'ont pas croisé le fer avec la CEDEAO. C'est vrai que l'AES arrive dans un contexte précis, c'est vrai, donc peut-être qu'il faut mettre un bémol à l'analyse, mais il y a eu la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, il y a eu la NAT, l'accord de non-agression et de défense en matière militaire en matière de défense. Je pense qu'il y a eu l'UEMOA, il y a par exemple, je pense le Conseil de l'Entente, etc. Bon, qui ont existé, qui existent, même si effectivement il y en a qui vivotent,
Donc, je pense qu'il faut, compte tenu de la géopolitique, compte tenu du fait que nous sommes dans le même espace géographique, après tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait, il faut travailler à avoir des relations apaisées. Maintenant, par rapport à votre question, je pense que c'est une bonne chose, si ça peut nous ramener la paix. Et je crois que ceux qui ont décidé de cela, du point de vue académique, du point de vue professionnel, du point de vue militaire et du point de vue politique, sont certainement mieux qualifiés que nous pour effectivement apporter la réponse. Maintenant, il faut voir ce qui va se passer sur le terrain. Mais je ne peux pas terminer sans ajouter le fait qu'il faut, en plus de cela, voir, par exemple, quand on parle de cohésion sociale, quand on parle, par exemple, de vivre ensemble, est-ce qu'il n'est pas important de créer une institution aussi à l'échelle de l'AES qui va s'occuper des aspects non militaires dans le cadre du processus de résolution des conflits, parce que nous avons des problèmes intercommunautaires, nous avons des problèmes intracommunautaires, nous avons des problèmes interreligieux, nous avons des problèmes intra-religieux, et si, effectivement, ceux qui portent les armes, il n'y a que la réponse armée, pour ceux qui ne portent pas les armes, ou pour ceux qui sont au sein de la société, vivent un mal-être qui peut être réel, comme qui peut être simplement une représentation très loin de la réalité. Il faut voir quelle réponse on peut apporter. Et nous avons la chance que les 3 pays de l'AES, justement, ont un même fond culturel. Alors, donc, en termes linguistiques, en termes religieux, en termes d'habitudes alimentaires, en termes pratiquement de pratiques religieuses, etc., nous avons beaucoup de passerelles à construire. Et ça, si on le fait, c'est possible. Et parallèlement à cela, essayer de voir avec justement les pays du Golfe, parce que quoi qu'on dise, à l'origine, nos problèmes sont venus aussi, directement ou indirectement, par un certain nombre de pays du Golfe qui étaient les parrains des internationales terroristes. Il faut le dire. Et donc, il faut aussi voir de ce côté-là quel levier on peut actionner, mais pour qu'ils puissent infléchir ou bien ils puissent influencer les positions, effectivement, de ceux qui, les idéologues, qui manipulent et qui intoxiquent ou qui endoctrinent ceux qui nous attaquent. Alors, donc, dans d'autres circonstances, je pense que même sous le président Kaboré et après, et sous le président Damiba, il avait été question effectivement d'une rencontre à l'échelle internationale de responsables religieux de tous bords, mais prioritairement musulmans. Et je crois que les pays du Golfe étaient tout à fait intéressés à nous accompagner dans ce sens. Et je crois que ceux qui ont traité le dossier sont encore là. Il y avait des militaires avec nous, il y avait aussi des civils, il y avait des gendarmes et il y avait des policiers. Et je crois que ces éléments-là, il est bon de pouvoir mettre ça, si les gens n'ont pas ces documents, il est bon qu'on puisse mettre ça à la disposition du gouvernement, alors, et pour qu'on regarde ce qu'il est possible de faire. En tout cas, moi, si je peux apporter ma contribution, je n'hésiterai pas un seul instant. Dawelik Naba Boualga Issaka Sourouema, merci à vous d'avoir accepté cette invitation du DEJ Info. Voilà, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité encore une fois. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders, True TV et Watt FM. Merci sur le FM, ce numéro du DEJ Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un prochain numéro, et bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. True TV, la télé interactive.